Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Comme vous l'avez vu sur la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série Apple TV+, Foundation, comme vous préférez. C'est sorti en septembre 2021, d'ores et déjà renouvelé pour une deuxième saison, à chaque fois 10 épisodes. Et c'est tout simplement, à mes yeux, la meilleure série de science-fiction de tous les temps que j'ai vue. Alors oui, je n'ai pas vu toutes les séries qui existent. Vous me sortirez probablement des chefs-d'œuvre de la science-fiction. Vous me direz qu'il y a eu Dune au cinéma, je vais y revenir. Vous me trouverez beaucoup d'œuvres qui sont grandioses. Sauf que là, il s'agit de l'adaptation des romans du cycle de fondation de Isaac Asimov, un des plus grands auteurs de science-fiction du XXe siècle, avec Philip K. Dick, H.G. Wells avant eux, bien évidemment, et le cycle de fondation de Isaac Asimov, qui a été écrit sur 50 ans, entre 1942 et 1993, sur plusieurs livres, c'est tout simplement l'œuvre de SF la plus ambitieuse, qui a donné des idées à bon nombre de très grands auteurs de science-fiction. Quand je vais vous citer ce à quoi ça fait penser comme œuvre, vous allez tout de suite comprendre. Alors, le showrunner, ou plutôt les deux showrunners de cette série, sont David S. Goyer et Josh Friedman. David S. Goyer, on lui doit le scénario de Dark City de Alex Proyas, mais aussi la trilogie Dark Knight ainsi que Man of Steel et Batman v Superman. Quant à Josh Friedman, scénariste de La Guerre des Mondes de Steven Spielberg, du prochain Avatar 2 de James Cameron, mais aussi de la série Terminator, les chroniques de Sarah Connor, très bonne série, ou encore de Snowpiercer, la série. C'est que je n'ai pas vu, j'avais vu le film de Bong Joon-ho, il faut que je regarde la série pour vous en parler. Pour vous donner une petite idée du scénario, parce que le scénario, c'est juste un truc qui va vous faire imploser le cerveau quand vous allez voir la série. Déjà, le scénario se passe sur plusieurs siècles. Et les livres se passent sur plusieurs milliers d'années. C'est vous dire comment c'est ambitieux. Pour vous donner une idée sans spoilers, puisque c'est une vidéo sans spoilers, je vais vous dire le scénario, ou plutôt le synopsis de base, et ensuite je vais vous dire comment David S. Goyer, le showrunner, l'a vendu lorsqu'il a essayé de vendre le projet à Apple TV+, comment il leur a présenté. D'abord le synopsis, on y suit Harry Seldon, c'est le plus brillant mathématicien de la galaxie, qui prédit à l'Empire, empire qui est dirigé par une dynastie de clones du tout premier empereur, il leur prédit la chute inéluctable de cet empire à cause de la décadence, à cause de la rébellion et beaucoup d'autres choses. Pour rebâtir un futur empire meilleur que le précédent, il décide de recruter les meilleurs scientifiques de la galaxie pour créer la fondation, mais tout cela à l'autre bout, sur une planète à l'autre bout de l'univers. C'est vous dire combien on va voyager dans cette série sur différentes planètes avec des vaisseaux dans l'univers et durant des siècles. Mais voilà comment ça a été vendu à Apple TV+. Je cite David S. Goyer, c'est un jeu d'échecs de 1000 ans entre Harry Seldon, donc le brillant mathématicien dont je vous parlais, et l'Empire, avec sa lignée d'empereurs génétiquement clonés les uns sur les autres. Et entre les deux, il y a tout un tas de personnages entre ces deux parties. Il y a tout un tas de personnages qui sont des pions, mais certains de ces pions vont finir par devenir des rois et des reines dans ce jeu d'échecs. C'est comme ça que David S. Goyer a vendu la série aux pontes de Apple TV+, parce que quand même, il leur a dit ça va être ambitieux, il va falloir mettre le chéquier. Et ils ont dit vendez-nous la série. Et il leur a vendu une série qui se déroulerait sur éventuellement 8 saisons de 10 épisodes. Donc maintenant, on a la première. On sait que c'est renouvelé pour une saison 2. Et si tout va bien, on continuera et on ira au bout des 8 saisons. Autrement dit, c'est l'équivalent de Game of Thrones en science-fiction. Aussi ambitieux au niveau du scénar, sauf que Game of Thrones, ça se passe sur une seule planète. Et ça se passe sur à peine quelques décennies, quelques années. On parle bien de Game of Thrones, on ne parle pas de tout l'univers de George R. R. Martin. Et le cycle de fondation d'Isaac Asimov, ça prend lieu à la fois sur la planète des empereurs, sur la planète Terminus, mais entre ces deux planètes, tout un tas d'autres planètes, tout un tas de voyages de plusieurs siècles
vous allez faire des bonds dans le temps entre chaque épisode. Alors pas tous les épisodes, mais parfois vous allez faire des bonds de plusieurs siècles entre certains épisodes avec certains personnages qu'on va continuer de suivre. On a une narratrice, c'est Gaal Dornick, le personnage Gaal Dornick, qui a été choisi par Hari Seldon comme une scientifique brillante et qui va raconter l'histoire. Elle est extrêmement importante au niveau du scénario, on va la voir depuis son plus jeune âge jusqu'à plusieurs siècles après. Vous comprendrez comment c'est possible en regardant la série. Autant vous dire que c'est quelque chose qui va vous dépayser. Et donc, ça fait penser à plusieurs œuvres. Avec les œuvres que je vais vous citer, vous allez avoir un aperçu plus précis du scénario. Ça fait penser bien évidemment à Dune de Frank Herbert pour l'Empire qui est en guerre pour des ressources. Ici, l'Empire est en guerre pour maintenir le contrôle et il y a une dégénérescence au niveau des empereurs. C'est peut-être d'ailleurs les empereurs une des plus grosses différences avec le roman, puisque dans le roman, il y a un empereur. Ici, ils sont divisés en trois. Le frère au matin, le frère du jour, le frère au soir. Autrement dit, le même empereur, mais cloné à différents âges, et il règne en triumvirat sur la galaxie. Mais après ça, tout le reste, en tout cas l'immense partie, est très fidèle, et je vous expliquerai pourquoi. C'est pas moi qui l'invente, vous allez comprendre qui a dit que c'était fidèle, et ça c'est un argument imparable. Quand je vais vous sortir qui a dit que la série était extrêmement fidèle, il n'y aura aucun contre-argument, c'est juste pas possible de contre-argumenter à ce que je vais vous sortir, vous comprendrez. Donc, ça fait penser à Dune, ça fait penser à Dune pour ses planètes désertiques, ça fait penser à Dune pour ses transports en vaisseau, ça fait penser à Dune pour ses paysages arides, mais ça fait penser aux Dune pour son déplacement dans la galaxie. C'est extrêmement ambitieux et ça se déroule, comme je vous l'ai dit, sur plusieurs siècles, voire milliers d'années. Ça va vous faire penser à Interstellar de Christopher Nolan. Il y a beaucoup de points communs, notamment dans les déplacements, notamment dans la relativité du temps, dans les trous noirs, horizons des événements. Vous allez voir des trous noirs et des horizons des événements comme on le voit dans Interstellar. Et au niveau du budget, je vais y revenir parce que c'est un des points les plus principaux. Je peux vous dire que ça tient tête au film de Christopher Nolan. Ça va vous faire penser à Prometheus et Alien Covenant, mais sans les aliens, pour ce qui est des androïdes intelligents qui sont capables de penser, de prendre des initiatives, mais pas seulement, ça va vous faire penser surtout à Blade Runner et Blade Runner 2049, sachant qu'il y a une série Blade Runner 2099 qui est en préparation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Blade Runner, c'est Philippe K. Dick, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, le roman qui a inspiré le film Blade Runner. Pourquoi je vous dis Blade Runner? Parce que tout simplement, les androïdes, ou plutôt une androïde ici dans cette histoire, a une part extrêmement importante. Elle est capable de penser par elle-même, de prendre des initiatives et surtout, elle est capable d'avoir des convictions religieuses. C'est vous dire si le scénario est profond, mais là, je vous donne juste un petit aperçu. Je vais y revenir dans quelques instants. Ça va vous faire penser à Star Wars pour toute, on va dire, son exploration de la galaxie avec toutes ces planètes différentes, avec un empereur. Ici, il est divisé en trois, mais voilà, un empereur qui impose de manière dictatoriale, tyrannique, avec une cruauté infinie qui impose sa loi. Et oserais-je la comparaison? Oui, parce que cette saga est sous-cotée. Ça va vous faire penser au Resident Evil de Paul W.S. Anderson, mais alors bien évidemment pas pour les zombies, vous vous en doutez, mais pour une thématique et pour Resident Evil à partir de Extinction jusqu'au dernier. C'est-à-dire le clonage et les interrogations que ça suscite chez les personnes qui sont clonées. C'est un aspect qui a échappé à beaucoup de haters de la saga de Paul W.S. Anderson, qui se sont contentés de dire que ça n'était pas fidèle aux jeux vidéo, ce qui est vrai, ça n'est pas fidèle aux jeux vidéo, mais les Resident Evil de Paul W.S. Anderson ont cette force que Paul W.S. Anderson est allé au bout de son idée sur le clonage. Peut-on ressentir de l'humanité lorsqu'on est un clone? Peut-on être un être unique à part entière? Et toutes les questions que ça suscite. Questions qui sont aussi soulevées dans le dernier Jurassic World, mais qui restent à l'état embryonnaire, parce que Jurassic World Dominion ou Jurassic World de Monde d'après, c'est pas le but de développer ça, c'était d'être juste un spectacle, un blockbuster total, feel good, ce qu'il a été. Ça, c'était pour Jurassic World 3, je referme la parenthèse, mais c'est vrai que cette histoire de clonage est de plus en plus présente dans des scénarios au cinéma. Et il y a une dernière référence que je voulais placer, parce qu'elle est extrêmement importante. Ça va vous faire penser à iRobot. iRobot de Alex Proyas.
iRobot se base sur le roman de Isaac Asimov qui a inspiré le film. Les films, que ce soit iRobot ou la série, enfin le film iRobot et la série Fondation, ne sont pas reliés entre eux, scénaristiquement. Sauf que les livres, oui, les livres le sont. Et ça, c'est pas de moi, c'est Isaac Asimov qui l'a dit. Une fois qu'il a fini d'écrire son cycle de Fondation, il a voulu faire un univers partagé et que tous les romans qu'il ait écrits se retrouvent dans le même univers, dans une cohérence scénaristique, que tout se passe dans le même univers. Parce que en réalité, à la toute base de l'histoire, bien avant qu'il y ait ce cycle de Fondation entre l'Empire et Harry Seldon qui luttent les uns contre les autres pour essayer de sauvegarder l'Empire chacun à leur manière, à la base, il y a quand même les robots sur Terre, parce que oui, cette série se déroule dans notre univers. La Terre est d'ailleurs mentionnée, c'est un spoiler ce que je vous donne, mais je ne peux pas passer outre ce spoiler. C'est pour vous dire qu'on s'inscrit dans quelque chose de réaliste et pas uniquement de fictif. Il y a eu une révolution des robots qui sont devenus conscients, qui sont devenus intelligents, un petit peu à la manière de Terminator. D'ailleurs, Terminator s'inspire aussi de Isaac Asimov. Mais voilà, si vous avez vu le film iRobot, c'est inspiré du livre. Et le livre, il est à la base de l'univers de Fondation. Ça fait partie, c'est les mêmes événements, c'est une continuité. Je n'ai pas inventé ça, vous pouvez retrouver bien évidemment sur Internet. Il y a des sites spécialisés sur lesquels je suis allé qui l'expliquent très bien, qu'ils soient en français ou en anglais. Et donc, il y a très très longtemps, bien avant les événements de Fondation, il y avait eu les événements de iRobot dans cet univers-là. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans l'univers Fondation, on retrouve des robots intelligents qui sont capables de penser, qui sont capables de rêver, qui sont capables d'avoir des convictions religieuses, à l'image de cet androïde qui travaille pour l'Empire et qui veille sur chacun des clones depuis plusieurs siècles, et depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au soir de leur vie. Donc, c'est extrêmement profond, c'est extrêmement ambitieux. On y parle de clonage, on y parle de génétique, avec tous ces dérivés, avec toute la dégénérescence intellectuelle et morale que cela peut causer. On y parle, comme je vous disais, d'androïdes, de convictions religieuses, de questions profondes comme un clone a-t-il une âme? Et donc, s'il n'est pas une âme, comment peut-il diriger des humains? On va avoir notamment un épisode où l'empereur va être mis au défi par une certaine religion pratiquée sur une planète, de prouver qu'il a une âme. Sinon, il pourrait être voué à l'échec et il pourrait perdre toute sa crédibilité. Et pour ça, il va devoir suivre une sorte de chemin de croix. C'est extrêmement passionnant. Tous les personnages vont vivre des péripéties sur différentes planètes. On y parle de science et de prédictions scientifiques qui se basent sur les mathématiques, notamment la psycho-histoire, c'est à la fois de l'histoire, de la psychologie, tout ça mêlé à des mathématiques qui permettent de prédire le comportement humain des milliers d'années avant, et ainsi que les mathématiques quantiques. Donc, autant vous dire que le scénario, ça va vous casser la tête, mais dans le bon sens du terme. Et c'est pour ça que c'est une série que je ne vous conseille pas en binge-watching. Ne regardez pas les 10 épisodes en 1 ou 2 jours, parce que c'est tellement riche qu'il faut s'arrêter. Regardez-les à coup de 2 ou 3 épisodes. Moi, je vous le dis, j'ai regardé ça sur plusieurs semaines, plus d'1 mois, pour pouvoir digérer, pour pouvoir penser à ce que je venais de voir. Mais ce serait dommage parce que si vous le faites en binge-watching, il y a plein de choses qui vont vous échapper. Sachez que si vous le regardez en plusieurs fois, au bout des 10 épisodes, et pourtant on n'en est que à la première saison, au bout des 10 épisodes, vous aurez vraiment l'impression d'avoir fait un voyage de plusieurs siècles. C'est très dépaysant, parfois même déboussolant. On va y suivre plein d'événements, des rébellions sur une planète, voilà, avec des rebelles qui sont plus ou moins bien intentionnés. Et puis, et je dois le dire, on a un casting parfait, une interprétation au top niveau. Jared Harris joue Harry Seldon. Si vous avez vu la mini-série Tchernobyl, vous savez que Jared Harris est un acteur grandiose. Voilà, Jared Harris, le fils de Richard Harris, qui jouait dans Gladiator, l'empereur. Jared Harris ici en impose en Harry Seldon, ce scientifique qui a toute la connaissance et qui prédit ce qui va se passer. Face à lui, en tant qu'empereur, on va dire au top de sa forme, dans la force de l'âge, parce qu'ils sont 3 acteurs pour faire le même empereur, mais à 3 âges différents,
mais le principal, c'est Lee Pace. Et Lee Pace, il est exceptionnel. On le voit quasiment 50% du temps de la série, dans chaque épisode. Lee Pace, c'est Ronan l'accusateur dans Les Gardiens de la Galaxie, mais c'est aussi Thranduil, le père de Legolas dans la trilogie Le Hobbit, et dans beaucoup d'autres films. Donc Lee Pace, il envoie énormément de charisme, et la série, enfin, nous présente Gaal Dornick, ce personnage joué par la jeune Lou Yobel, qui a été révélée par la série. Puis ensuite, cette année, on a pu la voir dans Voyagers, un film dont je vous ai parlé sur la chaîne, un film de science-fiction, mais bon, qui n'avait rien d'exceptionnel et qui est passé assez inaperçu, parce qu'il n'est pas sorti dans tous les cinémas, mais surtout, elle a été révélée par Fondation, et elle sera là pour la prochaine saison, parce que c'est la narratrice de la série, et elle est extrêmement importante. La musique, c'est Bear McCreary qui s'en occupe. Ici, il rempile pour une autre énorme série de Apple TV+, donc Fondation. Pourquoi une autre? Parce que Bear McCreary, il est au générique de Si avec Jason Momoa, la série phare de Apple TV+. Bear McCreary, c'est aussi le compositeur, il me semble, de Outlander, mais surtout connu pour The Walking Dead. Ici, il fait un boulot formidable. C'est des musiques épiques qui n'ont rien à envier à du Hans Zimmer, à du James Horner, à du John Williams, à du Thomas Newman. On est vraiment sur une bande originale qui accompagne chaque scène, quelque chose d'épique, qui donne un souffle. Vraiment, c'est impressionnant. La musique accompagne chaque scène. Quand vous avez ces voyages dans l'espace qui se déroulent sur plusieurs siècles et que vous avez cette musique qui revient, le thème de la série est magnifique. Il a fait un boulot exceptionnel. C'est un des très gros points forts de la série. Et enfin, le dernier et non des moindres, c'est tout simplement le budget. Au niveau des effets spéciaux, au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau du mobilier qui a été créé, au niveau des planètes, au niveau de tout simplement les effets spéciaux pour l'espace. On n'a vraiment pas l'impression que c'est du fond vert. Pourtant, c'est du fond vert, mais on a l'impression d'être dans l'espace réellement. La série n'a pas coûté si cher que ça. 45 millions pour la totalité de la saison 1. Alors vous allez me dire 45 millions, forcément, il y a certains moments où on doit voir que les effets spéciaux ne sont pas au top. 45 millions pour l'ensemble de la saison. Mais quand on regarde la série, on a le sentiment que ça a été 45 millions pour chaque épisode. Aujourd'hui, on a des séries qui coûtent plus de 200 millions, comme Le Seigneur des Anneaux. Et quand on voit la bande-annonce, je ne sais pas pour vous, mais quand je vois la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, pour moi, ça fait fake. Pour moi, c'est pas... Il y a quelque chose d'artificiel. Dans Fondation, une série qui a coûté plus de 4 fois moins cher pour la totalité des 10 épisodes, on a l'impression que tout est réel. On a l'impression que tout est concret, palpable. On a l'impression qu'on est sur plein de planètes différentes, des vaisseaux qui ont été construits de toutes pièces. Ça fait réel, ça fait authentique. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits en post-production. Tout simplement, c'est pas une série commerciale, c'est pas une série Netflix, c'est pas une série Disney+ à la Marvel. Ça atomise les effets spéciaux de toutes les séries Marvel, y compris au cinéma, parce que j'aime bien Marvel, mais il faut dire quand même que la phase 4, contrairement aux 3 premières saisons, 3 premières phases Marvel où les effets spéciaux étaient plutôt propres, il faut dire que cette phase 4, les effets spéciaux font parfois bâcler, et même très souvent bâcler. Ici, vous allez avoir des visuels qui sont dignes de Dune, de Denis Villeneuve, mais à chaque épisode. Et Dune, il a coûté un bras. Et ici, c'est comme ça, mais pendant 10 heures, puisqu'on a 10 épisodes de 1 heure. Donc c'est hallucinant, on se dit, ça a dû coûter 200 millions par épisode. 45 millions pour l'ensemble. Autrement dit, 4 millions et demi par épisode. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, tous ceux qui ont bossé sur la série, ils ont donné le maximum d'eux-mêmes pour rendre hommage, pour respecter l'œuvre de Isaac Asimov. Chaque euro, chaque dollar qui a été dépensé, c'était pas pour des réceptions, des tapis rouges et des promotions, c'était pas pour du strass et des paillettes, c'était pour rendre la série crédible. Et la série, elle est extrêmement crédible visuellement. Et enfin, je conclus, non pas par mes paroles, mais par les paroles de la fille de Isaac Asimov, Robin Asimov, qui est ici productrice sur la série, qui a eu son mot à dire sur les différents aspects. Elle a dit « Mon père serait fier de voir comment son œuvre a été adaptée à la télévision.
Et elle a dit tout un tas d'autres choses que je vous laisse découvrir vous-même en faisant vos recherches sur Internet et voilà, sur des sites, que ce soit en anglais. Vous pouvez trouver une partie des déclarations sur Wikipédia, mais très peu. Moi, j'ai regardé sur des sites en anglais où il y avait une partie de son interview. Et je peux vous dire qu'elle est très très contente du résultat final. Et elle dit que si Isaac Asimov était parmi nous, il serait fier de la manière dont la série rend hommage et respecte ses romans. Je pense que quand on a dit ça, voilà, on a tout dit. Il n'y a plus de contre-argument possible pour dire que la série n'est pas ambitieuse. La série est d'une extrême ambition. Elle est très fidèle dans le fond et sur la forme. Et, comme je vous disais, il est prévu qu'il y ait 8 saisons au total. Alors, il est prévu, c'est ce que voudrait le showrunner. C'est ce qu'il a dit au ponte de Apple TV+. Maintenant, on sait d'ores et déjà qu'elle est renouvelée pour une saison 2. Il faut espérer qu'elle cartonne. Moi, je vous encourage vraiment à la regarder. Je vous parlerai régulièrement des séries de Apple TV+, parce que, contrairement à beaucoup d'autres plateformes, ici, Apple TV+, il n'y a pas énormément de séries, mais à chaque fois, il y a un soin qui est apporté aux séries. C'est des séries profondes, des séries intelligentes. Ce serait dommage de passer à côté. Voilà, ce serait dommage de passer à côté. Ce serait un gâchis. Dune, au cinéma, est une œuvre révolutionnaire visuellement, un scénario d'une profondeur comme on en a rarement vu. Alors bien évidemment, quand on aura vu les 3 films, enfin les 2 films, même s'il y a un 3e qui va arriver très probablement, Dune est une œuvre qui est colossale. Eh bien, Fondation, il est fondation à la télévision, ce que Dune est au cinéma. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, mettre un gros pouce bleu parce que ça m'a pris du temps. Autrement dit, j'ai écrit... ça m'a pris plusieurs jours parce que j'ai réécrit beaucoup de fois la vidéo. Donc si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça vous coûte rien et moi, ça me fait plaisir. Un commentaire si vous avez vu la série, si ça vous donne envie. Sachez que la série, beaucoup en ont parlé en bien. Je ne suis pas le seul. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Il faut que l'on donne de la visibilité à cette série. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très bientôt, portez-vous bien et ciao tout le monde.